Cherches-tu un job d'été qui n'a absolument rien d'ordinaire? Alors, imagine-toi debout, la nuit, dans l'obscurité humide des Everglades. L'eau scintillait d'un noir profond entre les roseaux. Quelque chose bruisse quelque part dans l'herbe. Et ta mission n'est pas d'observer les animaux, mais de traquer l'une des espèces invasives les plus redoutées d'Amérique du Nord, le python birman. Si les histoires où se mêlent science, danger et retournements totalement inattendus te fascinent, alors reste bien jusqu'au bout. Abonne-toi, active les notifications et accompagne-nous jusqu'à la fin, car ce qui a été découvert dans ce marais a laissé sans voix même les chercheurs les plus expérimentés. Les biologistes de la Conservancy of Southwest Florida pensaient que l'un de leurs pythons éclaireurs les aiderait à localiser encore plus de ces serpents géants. L'animal s'appelait Loki, mesurait environ 4 mètres et était considéré comme un prédateur de tout premier ordre dans cet habitat. Mais un jour, Loki a soudainement disparu dans les Everglades de Floride, comme ça, du jour au lendemain. Son émetteur et son réméphère est resté silencieux, sa position n'a plus bougé. Et lorsqu'ils l'ont finalement retrouvé, il est immédiatement devenu évident que quelque chose s'était produit, quelque chose que personne n'aurait cru possible. Loki ne gisait pas simplement mort dans l'herbe, son corps était partiellement recouvert d'aiguilles de pin, presque comme si quelqu'un ou quelque chose avait essayé de cacher les restes. Il n'y avait aucune trace de lutte chaotique, aucune destruction autour du site, aucun désordre qui aurait indiqué un combat violent. Au contraire, tout semblait étrangement calme, presque organisé. Pendant des années, les chercheurs du United States Geological Survey avaient soutenu qu'aucun animal indigène de ce marais n'était capable de tuer un python birman adulte. Toute leur stratégie de gestion de l'invasion reposait sur cette hypothèse. Mais ceux qui avaient tué Loki ne s'étaient pas contentés de remettre cette idée en question. Cela l'avait complètement anéanti. Au même moment, le Python Challenge en Floride faisait également la une. Une femme avait battu 933 autres participants pour devenir la gagnante de l'année 2025. Pourtant, même les experts qui travaillaient dans cet écosystème depuis des décennies n'avaient aucune explication convaincante pour la mort de Loki. Les indices sur place ne correspondaient à rien de connu. Et l'identité de l'attaquant dépassait non seulement toutes les attentes, elle semblait appartenir à une toute autre catégorie. Chaque matin, à la station de terrain du United States Geological Survey, la routine est la même. Les chercheurs ouvrent leur système, affichent la carte et observent les petits points dispersés dans le paysage. Chaque point représente un python équipé d'un émetteur. La plupart du temps, le schéma est calme, presque prévisible. Certains serpents se déplacent, d'autres restent immobiles pendant des heures. Ce n'est généralement pas inquiétant. Les pythons se reposent, se cachent, peuvent rester invisibles pendant des jours. Mais ce matin-là, Loki n'avait pas bougé depuis la veille au soir. Sa position semblait étrange, trop exposée, trop ouverte. Pas du tout un endroit où un grand python choisirait de se reposer. Avant même que les autres aient fini leur café, Sarah était déjà dans un aéroglisseur, en route vers les coordonnées. Le moteur rugissait au-dessus de l'eau plate tandis qu'elle traversait les herbes denses et les canaux. Lorsqu'elle atteignit l'endroit, le silence devint soudain total. Elle coupa le moteur, laissa le bateau dériver, puis continua à pied. Son GPS indiqua finalement 0 distance. Loki devait être là, mais devant elle, il n'y avait rien. Juste une petite zone banale dans les sous-bois, un tas d'aiguilles de pin comme jetés négligemment. Au début, cela paraissait presque insignifiant. Pas de mouvement, pas de grand animal, aucun signe évident, mais quelque chose clochait. Sarah s'agenouilla et tendit la main avec précaution. Plus tard, elle dira à ses collègues que ce qui l'avait frappé en premier n'était pas ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle ne ressentait pas. Un python vivant, même immobile, possède une tension, une force sous la peau. Ici, il n'y avait rien. Aucune résistance, aucune vie, juste le vide. Lorsqu'elle écarta les aiguilles, le corps de Loki apparut, inerte, lourd, sans vie. Et là où sa tête aurait dû se trouver, il n'y avait rien. Le cou était sectionné net, la colonne vertébrale brisée avec une précision chirurgicale. Le crâne avait disparu. Pendant un instant, Sarah resta figée, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Puis, elle prononça à voix haute ce qu'elle venait de réaliser. Ce n'était pas un charognard, c'était une attaque ciblée. Chez un serpent constricteur, la zone juste derrière la tête est le point le plus critique. Si la colonne est sectionnée à cet endroit, tout s'effondre immédiatement. Plus de mouvement, plus de défense. Un seul coup précis, et même un animal gigantesque devient incapable de réagir. Cela signifiait une chose essentielle. L'attaquant savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. En examinant la scène, Sarah remarqua un autre détail troublant. Les aiguilles de pin n'étaient pas là par accident. Elles avaient été disposées volontairement. Certains prédateurs cachent leur proie pour revenir plus tard, ou pour masquer leur présence. Ce qui s'était passé ici avait une structure, c'était organisé. L'équipe réagit immédiatement. Des caméras furent installées dans toute la zone, couvrant chaque angle possible. Puis vint l'attente. Les heures passèrent, la chaleur pesait sur le marais, les insectes bourdonnaient, rien ne bougeait, jusqu'à ce que, environ 4 heures
plus tard, quelque chose apparaisse. Et ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Pas un alligator, pas une panthère de Floride, mais une silhouette fine, discrète, un félin sauvage, un lynx roux, à peine une douzaine de kilos. Un animal qui, comparé à Loki, semblait presque insignifiant. Et pourtant, il se déplaçait avec une assurance absolue, sans peur, sans hésitation, comme s'il savait parfaitement qu'il n'y avait plus aucun danger, comme s'il contrôlait l'endroit. Les lynx roux comptent parmi les prédateurs les plus répandus d'Amérique du Nord, mais en Floride, ils restent souvent invisibles. 2 fois plus grands qu'un chat domestique, avec un pelage tacheté et une queue courte, ils se déplacent presque sans bruit. Pendant des milliers d'années, ils ont été parfaitement adaptés aux Everglades. Mais ensuite, les pythons sont arrivés, et avec eux, leurs proies ont commencé à disparaître. En quelques années, la base alimentaire des lynx s'est effondrée. Dans certaines zones, plus de 90% des petits mammifères ont disparu. Les ratons laveurs ont chuté de près de 99%. Les renards sont devenus presque introuvables. Les scientifiques pensaient que les lynx allaient disparaître, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ils sont restés et ils ont observé. Les lynx roux ne sont pas de simples créatures guidées uniquement par l'instinct. Ce sont des chasseurs patients, capables d'analyser, d'apprendre, d'exploiter les faiblesses. Et le python birman, malgré sa puissance, possède une faiblesse, juste derrière le crâne. Une zone vulnérable, une attaque rapide, précise, peut suffire. Les images ont montré que le lynx avait observé Loki pendant plus d'1 heure. Le serpent était allongé au soleil, détendu, sans défense, puis, en une fraction de seconde, le lynx a attaqué. Un saut, tout son poids sur le cou, une morsure exactement au bon endroit, et c'était fini. Pas de combat prolongé, pas de lutte dramatique, juste une exécution parfaite. Ce qui a encore plus surpris les chercheurs, c'est que ce cas n'était pas isolé. D'autres traces similaires ont été découvertes. D'autres serpents tués, d'autres cachettes, un schéma se dessinait. Et plus inquiétant encore, ce comportement semblait se propager. Encore plus étonnant, une autre caméra installée dans une zone différente a filmé un second lynx roux. Cette fois, l'animal était tombé sur un nid d'œufs de python. Mais au lieu de simplement se nourrir au hasard, il a agi avec une méthode presque troublante. Il s'est attaqué à chaque œuf l'un après l'autre. Il les a ouverts, il en a consommé le contenu. Puis il est passé au suivant. Et une fois terminé, il a recouvert le nid détruit de terre et de végétation. Ce comportement donnait presque l'impression d'une stratégie, comme si le félin ne se contentait pas de se nourrir, mais éliminait aussi délibérément la prochaine génération de serpents. Un tel comportement n'avait encore jamais été documenté chez les lynx roux. Cela soulevait alors une question fascinante. Un nouveau modèle de comportement était-il en train d'émerger? Les scientifiques ont commencé à trouver de plus en plus d'indices, laissant penser que cette technique de chasse était en train de se diffuser. De jeunes animaux montraient des comportements similaires. Et même dans des régions où l'on n'avait jamais observé ce type d'attaque auparavant, des traces comparables apparaissaient. On avait l'impression que l'information circulait au sein de la population plus vite que ne le permettraient de simples processus évolutifs classiques. Les animaux qui avaient survécu à la première phase de l'invasion semblaient être les plus flexibles, les plus capables de s'adapter. Ils modifiaient leur stratégie, exploitaient de nouvelles opportunités, puis transmettaient indirectement ces comportements à la génération suivante. En seulement quelques années, quelque chose semblait se produire qui, normalement, prendrait de nombreuses générations. Et pourtant, le risque restait immense. Un lynx roux qui attaque un grand python agit à la limite extrême de ses capacités. Si l'attaque n'est pas parfaitement placée, le serpent a le temps de se retourner, d'enrouler son corps et de riposter. Dans ce cas-là, le félin n'aurait presque aucune chance. Les lynx qui réussissent agissent donc dans une fenêtre de temps minuscule. Ils doivent identifier le moment parfait, frapper sans hésiter, puis se dégager immédiatement. Pas de seconde tentative, pas d'erreur permise. C'est un comportement qui exige une précision et un timing bien au-delà de ce que l'on croyait possible. Pour l'équipe du United States Geological Survey, une question essentielle se pose désormais. Ce comportement pourrait-il atteindre un niveau où il commencerait à avoir un effet réel sur la population de pythons? Si suffisamment de lynx dans différentes zones apprennent cette technique et la transmettent, alors peut-être qu'un effet mesurable pourrait apparaître. Cela ne suffirait pas à résoudre entièrement le problème. Mais peut-être que cela pourrait ralentir la croissance de la population. Peut-être assez pour faire gagner du temps. Mais pour comprendre à quel point que la situation est grave, il faut prendre du recul et se demander comment tout cela a commencé. Car ce qui ressemble aujourd'hui à un affrontement dramatique entre espèces indigènes et envahisseurs a débuté il y a des décennies d'une manière qui semblait presque inoffensive. Dans les années 1970 et 1980, des pythons birmanes ont été importés aux États-Unis.
principalement comme animaux exotiques de compagnie. Au début, ils fascinaient leurs propriétaires. Ils avaient quelque chose de spectaculaire, presque irréel. Des animaux rares, impressionnants, qui attiraient immédiatement le regard. Mais avec le temps, ils grandissaient. Et ils grandissaient bien au-delà de ce que leurs propriétaires avaient imaginé. Beaucoup de ces serpents ont fini par être relâchés dans la nature parce qu'ils devenaient trop grands, trop lourds, trop difficiles à contrôler ou tout simplement trop dangereux. Puis est venu un moment décisif. Au début des années 1990, un puissant ouragan a détruit un important centre d'élevage de reptiles. En une seule nuit, des centaines, peut-être même des milliers de serpents se sont retrouvés relâchés dans la nature sauvage des Everglades. À partir de là, le problème n'était plus local. Il a commencé à se propager sans contrôle. En à peine 2 décennies, l'écosystème a été transformé de façon spectaculaire. De larges pans des populations indigènes de mammifères ont presque disparu. Ratons laveurs, opossums, lapins, de nombreuses espèces ont été réduites à des niveaux si bas que des réseaux entiers de relations écologiques se sont effondrés. Mais les conséquences ne s'arrêtaient pas là. Si, papa, passez là-bas. Les Everglades ne sont pas seulement un refuge pour la faune. Elles jouent aussi un rôle essentiel dans l'approvisionnement en eau du sud de la Floride. Cette région fonctionne comme un immense filtre naturel où plantes, micro-organismes et animaux participant ensemble à la purification de l'eau. Quand les animaux disparaissent, la végétation change. Quand la végétation change, le flux de l'eau change lui aussi. Et lorsque le flux de l'eau change, c'est tout l'équilibre du système qui peut vaciller. Autrement dit, les pitons ne détruisent pas seulement des populations animales. Ils menacent indirectement la structure même qui contribue à fournir de l'eau propre à des millions de personnes. Le plus troublant, c'est que les premiers signaux d'alerte existaient déjà très tôt. Dès le début des années 2000, des données indiquaient une croissance rapide de la population. Les estimations variaient entre 30 000 et 300 000 individus. Cet écart gigantesque montre à quel point il est difficile d'évaluer leur nombre réel. Ces serpents sont des maîtres du camouflage. Ils évoluent souvent dans des zones presque inaccessibles aux humains. Et même lorsque des programmes de piégeage, de surveillance ou de détection technologique ont été mis en place, les résultats sont longtemps restés insuffisants. Les pitons s'adaptaient, ils évitaient certaines zones, réagissaient à de nouvelles méthodes et restaient, la plupart du temps, invisibles. C'est précisément pour cette raison que la découverte de Loki a ressemblé à une lueur d'espoir totalement inattendue. Mais cet espoir devient plus fragile lorsqu'on examine ce qui change à l'intérieur même de la population de pitons. Car les serpents qui glissent aujourd'hui dans les Everglades ne sont déjà plus exactement les mêmes que ceux d'il y a 20 ans. Pour comprendre à quoi cet écosystème fait face aujourd'hui, il faut regarder de plus près la biologie de ces animaux. La mâchoire d'un python birman n'est pas rigidement soudée comme celle des mammifères. Elle est reliée par des ligaments souples qui permettent à l'animal d'ouvrir la bouche de manière extraordinaire. Cette capacité donne au serpent une ouverture buccale immense et lui permet d'avaler des proies qui semblent, à première vue, bien trop grandes pour lui. Un python d'environ 3 mètres peut avaler entièrement un cerf adulte. Pendant l'ingestion, ses tissus s'étirent autour de la proie, tandis que ses dents recourbées vers l'arrière la tirent progressivement à l'intérieur de son corps. Mais le plus impressionnant se produit ensuite. En seulement 2 jours, le cœur de l'animal peut augmenter d'environ 40% de taille. Le foie et les reins grossissent eux aussi de manière importante pour gérer la digestion. Des enzymes sont produites, capables de dissoudre rapidement même les os et les cartilages. Puis, une fois le repas digéré, le métabolisme retombe brutalement. Le python peut alors survivre pendant des mois sans manger, tout en perdant très peu d'énergie. Cette efficacité extrême en fait l'une des machines de prédation les plus redoutables du règne animal. Et en Floride, ces animaux semblent devenir encore plus performants. Les observations montrent que les pitons y grandissent plus vite et atteignent des tailles plus importantes que leurs congénères en Asie du Sud-Est. Certains spécimens ont été mesurés à près de 6 mètres et pesaient plus de 90 kg. Au départ, les chercheurs pensaient que cela s'expliquait simplement par l'abondance des proies et par un climat favorable. Mais ils ont ensuite découvert un autre facteur, bien plus inquiétant. Dans les Everglades, il semble qu'il y ait des croisements entre le python birman et une espèce proche, le python indien. Cette espèce vient de régions où les hivers sont nettement plus froids et elle possède une meilleure tolérance aux basses températures. Les hybrides issus de ces croisements pourraient réunir les avantages des deux espèces. Et c'est là que la situation devient particulièrement préoccupante. Jusqu'à présent, il existe
existait une limite naturelle à l'expansion des pitons, les fortes périodes de froid, elles empêchaient leur propagation au-delà du sud de la Floride. Mais si la capacité à supporter des températures plus basses se diffuse dans la population, cette barrière pourrait tomber. Les premières analyses en laboratoire suggèrent déjà que certaines de ces formes hybrides peuvent survivre à des températures qui seraient mortelles pour des pitons birmanes purs. Si cette caractéristique se répand, les serpents pourraient progresser plus au nord. Des régions comme la Géorgie, l'Alabama ou les zones côtières des Carolines pourraient alors être concernées. Et dans ces régions, ni les infrastructures, ni l'expérience, ni les systèmes de réponse ne sont réellement prêts pour une invasion de cette ampleur. Dans le même temps, l'un des programmes les plus efficaces pour localiser les animaux commence lui aussi à montrer des faiblesses. Ce programme consiste à équiper des mâles de balises, puis à les suivre afin de repérer des groupes de reproduction. Pendant longtemps, cette méthode a été considérée comme particulièrement utile, mais désormais, certains indices suggèrent que les serpents deviennent plus prudents. Les individus qui évitent les odeurs humaines ont un avantage de survie. Ils sont plus difficiles à repérer, et ces comportements pourraient se transmettre au fil du temps. Autrement dit, les pitons deviennent plus difficiles à trouver précisément au moment où leur détection est la plus cruciale. Aujourd'hui, ce sont surtout des individus isolés qui partent nuit après nuit tenter de freiner l'expansion de ces serpents. Et parmi eux, une personne s'est forgé une réputation à part. S'il y a quelqu'un dont les pitons des Everglades devraient réellement se méfier, c'est bien Donna Khalil. Elle est considérée comme l'une des chasseuses de pitons les plus expérimentées qui soient. Pendant des années, elle a accumulé un savoir qui ne vient pas des livres, mais de milliers d'heures passées sur le terrain. Son approche est étonnamment directe. Au lieu de compter principalement sur des technologies complexes, elle s'appuie surtout sur son sens de l'observation, son expérience et sa capacité à détecter les plus infimes anomalies dans le paysage. La nuit, elle parcourt les routes isolées, bordant les marais, à bord d'un pick-up spécialement modifié. À l'arrière, une plateforme surélevée lui permet de voir au-dessus des hautes herbes. Dans l'obscurité, les Everglades ressemblent à un autre monde. Seuls les phares percent les ténèbres, tandis que l'eau et la végétation se dessinent en ombres basses et mouvantes. Souvent, pendant des heures, il ne se passe rien. Seulement des motifs répétitifs d'herbe, d'eau, de nuit. Puis soudain, quelque chose détonne. Une forme qui ne s'intègre pas tout à fait. Une courbe là où tout devrait être droit. Un motif légèrement différent de son environnement. Et dans ces moments-là, tout se joue en quelques secondes. Dès que Donna repère un serpent, elle agit sans hésitation. Les grands pitons peuvent se déplacer avec une rapidité surprenante lorsqu'ils se sentent menacés. Un animal de 4 mètres peut disparaître en quelques secondes dans les herbes hautes ou l'eau peu profonde. C'est pourquoi elle saute immédiatement de la plateforme, se dirige droit vers lui et l'attrape juste derrière la tête. Cette prise est cruciale. C'est la seule manière d'empêcher le serpent de se retourner, de mordre ou de fuir vers l'eau. Malgré toute son expérience, chaque rencontre reste dangereuse. Les dents d'un python sont recourbées vers l'arrière, comme de petits crochets. Si le serpent mord et que l'on tente de se dégager brusquement, les plaies s'agrandissent. La réaction correcte est contre-intuitive. Il faut avancer dans la morsure pour libérer les dents. Donna a vécu cette situation d'innombrables fois. Ses avant-bras portent des cicatrices, témoins silencieux de ses confrontations. Un jour, elle a dû lutter contre un spécimen particulièrement grand. Plus tard, elle l'a décrit comme un tronc d'arbre vivant et musclé, qui essayait activement de la submerger. Mais elle a tenu bon. En plus de son travail sur le terrain, elle transmet son savoir. Les nouveaux membres des programmes de capture apprennent avec elle à repérer les serpents, à les approcher et à les maîtriser en sécurité. Et pour elle, un point est essentiel. Il ne s'agit pas de haïr ces animaux. Les pitons suivent simplement leur nature. Le problème, c'est qu'ils vivent à un endroit où ils ne devraient pas être. Les retirer est une tentative de rétablir l'équilibre. Chaque serpent capturé est soigneusement documenté. Longueur, poids, localisation, état de santé, capacité de reproduction. Toutes ces données alimentent directement des modèles scientifiques destinés à mieux comprendre l'évolution de la population. Mais aussi impressionnant que soit ce travail, il a ses limites. Car même si quelqu'un comme Donna retire des centaines, voire des milliers de serpents chaque année, une réalité demeure. Les pitons se reproduisent plus vite que les humains ne peuvent les trouver. Une seule femelle peut pondre des dizaines d'œufs, parfois plus de 50. Et beaucoup de ces petits survivent, car ils ont très peu de prédateurs naturels. Cela signifie que les efforts humains sont essentiels, mais insuffisants à eux seuls. Et c'est précisément là que le rôle des animaux indigènes prend une importance nouvelle. Ce qui se déroule dans les Everglades dépasse un simple affrontement entre l'homme et une espèce invasive. C'est un processus complexe dans lequel tout un écosystème commence à réagir. Le lynx
Roux n'est que l'exemple le plus visible. Les alligators jouent à eux aussi un rôle clé. Ces reptiles anciens partagent leur environnement avec d'innombrables espèces depuis des millénaires. Au début de l'invasion, on a même observé des cas où de grands pythons capturaient de jeunes alligators. Mais aujourd'hui, la situation évolue. Les grands alligators sont capables de résister. Des images de caméra montrent comment ils saisissent les serpents et exécutent leur célèbre rotation, la vrille de la mort. Ils tournent sur eux-mêmes avec une force incroyable jusqu'à briser la colonne de leur proie. Dans les zones où les pythons sont nombreux, ce comportement semble plus fréquent. Presque comme si les alligators avaient en fait compris que ces serpents représentent à la fois une menace et une source de nourriture. Les oiseaux participent eux aussi à cette résistance silencieuse. Des espèces comme le grand héron bleu ou certains rapaces ont été observés capturant de jeunes pythons près des nids. À leur début, les serpents sont encore assez petits pour être maîtrisés, et chaque individu éliminé à ce stade a un impact énorme, car cela empêche qu'ils deviennent un prédateur adulte capable de consommer de grandes quantités de proies et de produire à son tour des dizaines d'œufs. Tous ces éléments forment ensemble un réseau de résistance. Les animaux qui ont survécu à la première vague de l'invasion sont souvent les plus adaptables. Leurs descendants grandissent dans un environnement différent. Ils apprennent plus vite. Ils deviennent plus prudents. Ils développent des comportements qui n'étaient peut-être pas nécessaires auparavant. Mais les pythons, eux aussi, évoluent. Ils réagissent à la pression. Ils modifient leurs habitudes. Certains passent plus de temps dans les arbres où ils sont plus difficiles à atteindre. D'autres évitent les zones fréquentées par les humains. Des observations suggèrent même que certains individus traversent des zones d'eau salée pour atteindre de nouveaux territoires. Cela signifie qu'il n'existe pas de moment où l'on peut dire « le problème est réglé ». C'est une course permanente. Adaptation contre adaptation. Et pendant que ce processus se poursuit dans le sud de la Floride, l'attention se tourne de plus en plus vers le nord, car la phase la plus critique pourrait encore être à venir. Dans les régions plus septentrionales des Everglades, on observe de plus en plus de pythons présentant des caractéristiques hybrides. Ces animaux évoluent dans des zones qui, autrefois, étaient moins favorables aux pythons birmanes. Ils s'approchent de régions où le climat représentait jusqu'ici une limite naturelle. Il existe déjà des signalements isolés plus au nord, parfois près de la frontière de la Géorgie. On ne sait pas encore s'il s'agit d'individus isolés ou des premiers signes d'une expansion, mais les autorités commencent à réagir. De nouvelles méthodes de surveillance sont mises en place. L'une d'elles repose sur ce que l'on appelle l'ADN environnemental. Le principe est simple en apparence. On prélève de l'eau dans des rivières, des canaux ou des marécages. Les animaux laissent derrière eux de minuscules traces de leur matériel génétique. Ces fragments peuvent être détectés en laboratoire, même si l'animal lui-même reste invisible. Cela permet de savoir si des pythons sont présents dans une zone sans les observer directement. Cette technique est désormais utilisée le long des routes potentielles d'expansion. L'objectif est clair, détecter le plus tôt possible toute propagation, car chaque python retiré aujourd'hui pourrait empêcher la création d'une nouvelle population demain. L'importance de ces efforts devient évidente lorsqu'on considère les régions potentiellement menacées, les marais côtiers de Louisiane, les systèmes fluviaux d'Alabama, les zones humides de Caroline du Sud, des écosystèmes complexes qui n'ont jamais été confrontés à un prédateur de ce type, sans prédateur naturel adapté, sans expérience, sans infrastructure. Si l'invasion atteint ces zones, le scénario pourrait se répéter dans des conditions encore moins favorables. C'est pourquoi la détection précoce est devenue une priorité absolue. Et au milieu de tout cela, l'histoire de Loki prend une dimension presque symbolique. Un python géant tué par un prédateur bien plus petit. Un événement qui montre que l'écosystème ne reste pas passif, qu'il réagit, qu'il s'adapte. Les alligators, les oiseaux, les lynx, tous développent des stratégies. Mais ces processus naturels ne suffiront probablement pas à rétablir l'équilibre à eux seuls. Et les interventions humaines, aussi déterminées soient-elles, atteignent leurs limites. C'est là que réside toute la tension de cette situation. Deux forces agissent en même temps, l'adaptation de la nature et l'intervention humaine. La question centrale est simple, laquelle sera la plus forte? Les pythons peuvent-ils être contenus avant de conquérir de nouveaux territoires? Ou ce qui a commencé dans les Everglades n'est-il que le début d'un changement beaucoup plus vaste? Pour l'instant, personne ne connaît la réponse. Mais une chose est certaine, les Everglades sont devenus un laboratoire vivant, un endroit où l'on peut observer en temps réel à quel point un écosystème peut être fragile et à quel point ses réactions peuvent être inattendues. Alors dis-moi, penses-tu qu'il faudrait intensifier les interventions humaines ou laisser davantage de place au processus naturel?